Imaginez ceci, un après-midi brumeux à Paris, à la fin des années 60. Au milieu de la foule élégante de Saint-Germain-des-Prés, une jeune Anglaise apparaît comme sortie d'un rêve flou. Ses cheveux bruns sont ébouriffés, son visage sans maquillage, et ses yeux perdus, à la fois absents et provoquants. Elle s'appelle Jane Birkin. À une époque où la beauté se mesurait à des tailles corsetées et des regards glacials sur les podiums, Jane était une dissonance parfaite. Trop maigre, trop ordinaire, une voix anglaise à peine audible, elle incarnait tout ce que le monde de la mode cherchait à éviter. Et c'est précisément pour cela qu'elle est devenue inoubliable. Elle ne posait pas, elle vivait, elle ne cherchait pas à séduire, elle était simplement la forme la plus libre de la beauté, fragile, instinctive, indomptable. Et alors que tout Paris se demandait encore qui était cette étrange apparition, Jane a choqué tout le monde en prenant la main de Serge Gainsbourg et en chantant avec lui une chanson interdite, scandaleuse, mais impossible à ignorer. « Je t'aime, moi non plus ». Jane ne courait pas après la célébrité, mais c'est peu être justement cette indifférence-là qui a fait qu'elle ne l'a jamais quittée. Avant de devenir la muse insaisissable de Paris, Jane Birkin était une enfant de Londres, maigre, silencieuse et habitée par un sentiment diffus de ne jamais appartenir vraiment à ce monde. Elle naît le 14 décembre 1946 dans une famille en apparence parfaite. Son père, David Birkin, est officier dans la Royal Navy britannique, vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Sa mère, Judy Campbell, est une célèbre actrice de théâtre, connue pour avoir partagé la scène avec Noel Coward. Sur le papier, c'est une famille brillante. Mais derrière les rideaux de velours rouge et les projecteurs, Jane grandit à l'ombre d'une mère trop brillante et d'un père trop distant. La maison de son enfance est typiquement anglaise, rangée, feutrée, ponctuée de silence. Le père impose la discipline, la mère, l'élégance. L'amour, s'il existe, s'exprime à travers les bonnes manières, jamais les caresses. Jane fréquente des écoles privées pour jeunes filles bien éduquées. On y apprend à se tenir droite, à parler doucement, à ne jamais contredire. Mais elle ne s'intègre jamais vraiment dans cet univers réglé au millimètre. Dès l'enfance, Jane est rêveuse et vulnérable. Elle griffonne, écrit des poèmes, chante seule dans sa chambre. Tandis que les autres filles apprennent à monter à cheval ou à faire des bouquets, elle dévore en cachette des magazines français, fascinée par ce pays qui semble respirer la liberté. Dans son cœur, Paris devient un mirage, une échappatoire. Mais son enfance est loin d'être douce. Jane est moquée à l'école pour sa silhouette trop frêle, ses dents tordues, sa voix trop timide. Elle dira plus tard « J'étais la fille que personne ne regardait, pas jolie, pas brillante, juste différente. » Et c'est précisément cette différence qui, sans qu'elle le sache, forge en elle une force tranquille, une flamme discrète qui ne demandait qu'à être réveillée. Sa relation avec sa mère est complexe. Judy Campbell est célèbre, élégante, mais peu démonstrative. Jane l'admire autant qu'elle la craint. Elle grandit dans le désir d'être aimée autrement, d'un amour sans condition, sans attente. À l'adolescence, Jane commence à se rebeller. Elle quitte l'école tôt, fume en cachette, porte des jupes trop courtes et rejette les rôles que sa famille voudrait lui faire jouer. Pour ses parents, elle devient une inquiétude silencieuse, pas bruyante, mais assez libre pour déranger. Mais Jane ne cherche pas à provoquer. Elle cherche juste à respirer. Un jour, presque sur un coup de tête, elle quitte Londres, une valise à la main, le cœur encore brisé par un mariage raté avec le compositeur anglais John Barry. Elle est jeune, mère célibataire, sans repère, mais déterminée à changer d'air. Elle prend l'avion pour Paris. Paris, à cette époque, est une terre d'accueil pour les âmes vagabondes. Et Jane, avec sa fragilité, sa spontanéité et son accent traînant, y trouve un écho. Elle ne vient pas en France pour devenir une star.
Elle vient pour fuir. Mais parfois, ce sont justement les fugitifs qui redessinent les cartes du monde. Jane Birkin n'est pas venue à Paris pour devenir mannequin. Elle ne rêvait pas de gloire. Elle cherchait seulement à fuir, un mariage brisé, un cœur meurtri et une vie londonienne trop étroite pour ses silences. À 20 ans, elle était déjà mère, abandonnée par son mari, le compositeur John Barry, et sans véritable plan pour l'avenir. Elle arriva à Paris comme on se jette à l'eau, avec une valise et une fille dans les bras. Elle ne parlait pas bien français. Elle ne connaissait personne dans le monde artistique. Elle n'avait ni carnet d'adresse, ni illusion. Elle ne cherchait pas le succès, seulement un endroit où recommencer. Et parfois, c'est justement dans ces moments-là que la magie opère. Un matin gris, alors qu'elle se promenait près d'un studio de casting, elle aperçut une affiche pour un film. Slogan, du réalisateur Pierre Grimblat. Par curiosité ou instinct, elle poussa la porte. Elle n'était pas attendue. Elle n'avait rien préparé. Mais elle entra quand même. Le jury, d'abord agacé, observa cette jeune Anglaise au regard fatigué, aux cheveux en bataille, à la voix chuchotante. Mais lorsqu'elle parla, avec son français maladroit, ses hésitations, son innocence brute, un silence s'installa dans la pièce. Elle ne jouait pas, elle était, sans filtre, sans technique, sans masque. Pierre Grimblat la fixa un long moment, puis déclara « Vous n'avez pas besoin de jouer, vous êtes déjà un personnage. » C'est ainsi que Jane obtint son premier rôle en France. Non pour sa beauté ni son talent d'actrice, mais pour cette chose rare et précieuse, l'authenticité. Slogan changea sa vie. Et surtout, le film l'a mise sur la route de Serge Gainsbourg. Leur première rencontre fut tout sauf romantique. Jane le trouvait prétentieux, fumeur compulsif, trop sûr de lui. Serge, lui, la jugeait trop british, trop naïve, presque agaçante. Mais dès la première scène tournée ensemble, quelque chose se fissura. Les regards échangés n'étaient pas du jeu, la tension, palpable. Le reste, l'histoire d'amour, les chansons, la légende, allait naître dans ce frémissement initial. C'est aussi à cette époque que Jane fut remarquée par certains photographes de mode. Pourtant, elle ne cochait aucune case des standards de l'époque. Poitrine plate, démarche maladroite, sourire trop spontané. Mais c'est justement cela qui fascinait. Dans un monde saturé d'artifices, Jane incarnait la vérité. Elle n'était pas parfaite, elle était réelle. Les magazines commencèrent à la photographier, non pas comme une vedette, mais comme une fille de la rue. Cheveux en bataille, robe légère, pieds nus. Jane ne posait pas, elle vivait devant l'objectif. Mais sa famille ne comprenait pas. Sa mère, Judy Campbell, considérait ce tournant comme une trahison. « Tu es en train de salir notre nom », lui aurait-elle dit. Jane ne répondit rien. Elle choisit le silence. Un silence habité, digne et indéracinable. Et pourtant, c'est ce chemin détourné, celui de la vulnérabilité assumée, qui allait hisser Jane Birkin au rang d'icône. Elle ne gravit pas les échelons comme on gravit une carrière. Elle flotta, elle trébucha, elle suivit le vent. Mais à force de sincérité, elle devint un souffle que rien ne pouvait arrêter. Paris n'a jamais manqué de belles femmes, mais aucune ne ressemblait à Jane Birkin. Elle n'a jamais suivi le chemin classique des mannequins. Pas d'école de mode, pas d'agence prestigieuse, pas de mentor influent. Et pourtant, en quelques années à peine, Jane devint une icône de style à travers toute l'Europe. Elle apparut sur les couvertures des plus grands magazines. Elle, Vogue Paris, Harper's Bazaar. Non pas grâce à sa technique ou son regard de velours, mais parce que les photographes étaient fascinés par son apparente contradiction, à la fois fragile et provocante, ingénue et insoumise. Elle était une respiration nouvelle dans un monde trop bien cadré. Sur les podiums, elle marchait comme si elle s'en fichait. Sa démarche était légère,
imparfaite, mais son regard, lui, était franc, vivant. Elle ne cherchait pas la lumière, c'est la lumière qui venait à elle. Les années 70 furent son apogée. Jane collabora avec les plus grands, Yves Saint Laurent, Paco Rabanne, Dior et surtout Hermès, une maison de luxe qui, ironiquement, allait baptiser son sac le plus célèbre en son nom, le Birkin. Et tout est né d'un accident. Lors d'un vol Paris-Londres en 1983, elle est assise à côté de Jean-Louis Dumas, directeur d'Hermès. Son sac se renverse, ses affaires tombent au sol. Jane soupire. Pourquoi personne ne conçoit un sac vraiment pratique? Dumas esquisse un sourire, prend son carnet et quelques mois plus tard, le sac Birkin est né. Un objet culte, non pas parce qu'il était luxueux, mais parce qu'il portait l'empreinte de Jane, son naturel, son élégance sans effort, son absence totale de prétention. Dans la rue, Jane incarne un style qui traverse le temps. Cheveux décoiffés, chemise d'homme, jean légèrement élimé, bottines fatiguées, elle redéfinit le mot chic sans jamais avoir cherché à le faire. Et chose rare, les femmes ne l'enviaient pas, elles voulaient lui ressembler. Les créateurs la surnommaient « la muse la plus naturelle ». Karl Lagerfeld disait d'elle. Jane rend tout simple, et le simple, chez elle, devient majestueux. Mais Jane, c'était aussi la musique. Avec Serge Gainsbourg, elle forme un duo mythique. Ils ne se contentent pas d'être amoureux. Ils fusionnent, s'embrasent, se blessent aussi. Leur chanson « Je t'aime », moi non plus est un séisme culturel. Censurée par la BBC, condamnée par le Vatican, mais diffusée en boucle sur les ondes clandestines, elle devient l'hymne d'une révolution sensuelle. Les soupirs de Jane ne sont pas vulgaires. Ils sont une déclaration. Le droit au plaisir, le droit d'en parler, le droit de le chanter. Et derrière la provocation apparente, un message. Les femmes ont une voix, même si elle n'est qu'un souffle. Sur scène, Jane ne ressemblait à personne. Elle chantait faux parfois, oubliait ses paroles, riait au milieu d'un couplet, pleurait sans prévenir. Mais le public l'adorait, parce qu'elle ne jouait pas. Elle était vraie. Chaque apparition devenait une offrande. Elle n'était pas parfaite, et c'est précisément pour cela qu'elle touchait si profondément. Dans un monde où l'on attend des femmes qu'elles soient belles, discrètes et dociles, Jane Birkin est arrivée comme un souffle contraire, doux mais irrésistible. Elle ne se proclamait pas révolutionnaire. Mais chacun de ses choix, même les plus simples, bousculait les normes. Quand la bienséance imposait aux femmes des robes fermées et des attitudes réservées, Jane traversait Paris en robe transparente, sans soutien-gorge, le visage calme, indifférente au regard. Les journaux s'offusquaient, les passants chuchotaient, mais elle avançait, libre, belle selon ses propres règles. Jane ne s'est jamais affichée comme une militante féministe, mais ses actes parlaient pour elle. Elle a refusé de nombreux contrats publicitaires parce que les messages ne lui parlaient pas. « Je ne peux pas vendre quelque chose en quoi je ne crois pas », disait-elle. Une marque de luxe lui proposa un contrat mondial à condition qu'elle change son style vestimentaire. Sa réponse fut immédiate. « Je ne porterai jamais une tenue qui m'empêche de m'allonger dans l'herbe ou de serrer ma fille dans les bras. » Elle fut souvent jugée, trop naïve pour être dangereuse, trop naturelle pour être sérieuse. Jane ne répondait pas. Elle poursuivait son chemin, avec cette douceur obstinée qui déstabilise plus que n'importe quel cri. Elle disait « Je n'ai jamais voulu être différente. Je ne pouvais simplement pas faire autrement. » Ah, cette phrase, anodine en apparence, est devenue un étendard pour toute une génération de femmes en décalage. Jane ne leur disait pas « Soyez comme moi ». Elle leur montrait qu'on pouvait être soi, entièrement, sans permission. Son engagement allait au-delà du style. Jane s'est impliquée dans des causes sociales.
les droits humains, l'accueil des réfugiés, la protection de l'environnement. Elle est allée manifester, chanter, donner de son image à ceux qu'on ne voit pas. En 2015, elle a même demandé à Hermès, la maison qui lui doit l'un de ses produits les plus iconiques, de revoir la méthode de fabrication des sacs Birkin, dénonçant le traitement des crocodiles dans certaines fermes. Quel symbole plus fort que cela! Une icône qui ose critiquer la maison qui porte son nom. Même dans sa vie personnelle, Jane n'a jamais laissé l'image prendre le pas sur l'essentiel. Elle aimait Serge Gainsbourg, mais quand l'amour devenait destructeur, elle est partie. Sans fracas, sans vengeance, avec dignité. Elle dira plus tard « J'ai aimé cet homme de tout mon cœur, mais je ne pouvais pas laisser cet amour me briser davantage. » Cette déclaration, simple mais puissante, a résonné chez tant de femmes. Elle incarnait une forme d'amour fort mais lucide, passionné mais non sacrificiel. Jane Birkin n'a jamais demandé l'admiration. Elle n'a jamais exigé l'attention. Et c'est peu, être pour cela qu'elle l'a obtenue et gardée. Elle est l'icône de celle qu'on n'a pas su comprendre au départ, mais que l'on finit par chérir profondément. Elle n'a pas changé le monde en criant, elle l'a déplacé en silence. Personne ne reste éternellement sous les projecteurs, pas même Jane Birkin. Après les années flamboyantes passées aux côtés de Serge Gainsbourg, Jane entame un nouveau chapitre, plus calme, plus introspectif, mais aussi plus douloureux. Les années 80 et 90 marquent une lente bascule. La perte, la maladie et des douleurs que l'on ne peut plus camoufler. En 1991, Serge Gainsbourg meurt d'un arrêt cardiaque. Jane est à ses côtés lorsqu'il rend son dernier souffle. Elle ne pleure pas devant les caméras. Mais sa silhouette, debout au milieu de la foule, un bouquet de fleurs blanches à la main, les yeux vides, restera gravé dans toutes les mémoires. Serge n'était pas seulement un amour, il était une partie d'elle. Et en disparaissant, il emportait avec lui une partie de Jane. Après sa mort, Jane se retire presque entièrement de la scène publique. Elle refuse les interviews, évite les apparitions mondaines et consacre son temps à ses 3 filles, en particulier Charlotte Gainsbourg, dont les traits, la voix et la mélancolie semblent être un héritage génétique. Mais l'épreuve la plus cruelle n'est pas celle du deuil amoureux, c'est celle du deuil d'une mère. En 2013, Kate Barry, sa fille aînée, photographe talentueuse mais tourmentée, meurt en chutant du 4e étage de son appartement parisien. La presse parle d'un accident, d'autres évoquent un suicide. Jane, elle, ne confirmera jamais rien. Elle dira simplement « Kate a été la première lumière de ma vie. » Et aujourd'hui, cette lumière s'est éteinte. Après ce drame, Jane disparaît presque entièrement. Elle ne chante plus, n'écrit plus, ne parle plus aux médias. Les invitations pleuvent. Elle n'en accepte aucune. Paris, qui autrefois brûlait pour elle, évoque désormais son nom avec une tendresse mélancolique. Certains murmurent qu'elle est dépressive, d'autres qu'elle perd la mémoire, d'autres encore affirment qu'elle vit recluse. La vérité est plus simple et peut être plus poignante. Jane a choisi le silence, non pas par faiblesse, mais par besoin. Elle vit dans une maison modeste, entourée de plantes, écoutant de la musique classique, écrivant des lettres à la main à ses proches, comme au siècle dernier. Elle ne veut pas de réseaux sociaux, pas de retour sous les projecteurs, pas de comeback. Dans une lettre restée privée, elle écrit « Je ne pensais pas vivre si longtemps. Maintenant que j'y suis, je veux juste contempler. » Mais même loin des projecteurs, elle n'est jamais oubliée. À chaque apparition rare, comme lors du concert hommage à Serge en 2017, la salle se lève, applaudit sans un mot. Pas pour la performance, mais pour la présence. Parce qu'avec Jane, il ne s'agit plus de chanter. Il s'agit d'être là, simplement là. En 2002 déjà, elle avait subi une grave opération du cœur. Elle parlait peu de sa santé,
mais ses proches savaient. Et puis, les années ont fait leur œuvre. Jane, toujours légère, toujours flottante, se déplaçait avec plus de lenteur, plus de fatigue. Mais même dans la fragilité, elle restait entière. Elle n'a jamais tenté de revenir dans un monde qui avait changé. Elle n'en avait pas besoin. Son absence était une forme de présence. Jane Birkin, l'icône des années 70, n'était plus sur scène. Mais elle ne s'était pas éteinte. Elle brillait ailleurs, dans les souvenirs, dans les images, dans les silences. Le 6 juillet 2023, Jane Birkin s'éteint paisiblement dans son sommeil, dans son appartement parisien, sans flash, sans cri. Juste le silence, comme un écho fidèle à la manière dont elle avait choisi de vivre ces dernières années. Toute la France pleure. Les hommages affluent. On la surnomme l'icône douce d'une époque révolue. Les photos en noir et blanc, les chansons murmurées, les extraits de films ressurgissent comme autant de caresses posthumes. Mais Jane ne vit pas que dans la nostalgie. Son style reste une référence de l'élégance naturelle. Le sac Birkin est toujours un symbole d'intemporalité. Son esprit libre, désinvolte mais profond, continue d'inspirer celles et ceux qui refusent les moules imposés. Elle n'a laissé ni manifeste, ni autobiographie. Seulement une manière d'être où la vulnérabilité devient une force et où la douceur n'est jamais soumission. On dit que Jane ne faisait rien pour être célèbre. Et pourtant, c'est peu être pour cela qu'elle l'est restée. Peu être qu'elle n'a jamais vraiment quitté Paris. Peu être qu'elle est encore là, dans le vent tiède des rues de Saint-Germain, dans la lumière dorée qui tombe sur les balcons du quartier latin. Là où une jeune fille rêveuse, les cheveux en bataille, écoute une chanson oubliée, sans savoir qu'elle prolonge encore un peu l'histoire de Jane Birkin. Le monde d'aujourd'hui saurait-il encore écouter une femme qui parle avec les yeux et non avec le bruit ?